Alors bonjour à tous et à toutes, ici Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à une toute nouvelle notion qui est la notion d'anti-aliasing. Donc ici on verra différentes méthodes pour pouvoir gérer l'anti-aliasing, mais comme vous allez le voir, c'est pas une chose facile à faire car tout simplement les techniques d'anti-aliasing sont multiples. Alors donc on va commencer par donc, vous montrer un peu en quoi consiste l'anti-aliasing. Donc, on va introduire les problèmes d'aliasing ici en affichant deux images différentes. Donc la première, la voici. Donc c'est une scène que j'ai repris du moteur de jeu actuel. Et si j'affiche le deuxième screenshot, vous allez voir ici que la différence entre les deux screenshots, c'est que dans la première image, on a un effet un peu pixelisé, et dans la deuxième, on n'a pas d'effet pixelisé. Donc c'est en effet ça qui consiste à avoir un effet anti-aliasé. Donc l'image de droite est une technique appelée SSAA, donc Super Sampling Anti-Aliasing, alors que la première image n'a pas de méthode d'anti-aliasing. Donc c'est à peu près en quoi consistent les techniques utilisées pour l'anti-aliasing, c'est vraiment supprimer ces effets de pixelisation. Comme vous allez voir, la raison de pourquoi on a cet effet de pixelisation. Donc, la pipeline de rendu dans les API de rendu va fonctionner en rasterisant, donc en convertissant des triangles, donc des informations de triangles définies par 3 points, en une liste de pixels. Donc ça va pixeliser en fait le triangle. Et pour ce faire, pour pouvoir pixeliser le triangle ici, eh bien on va essayer de savoir où se trouve le pixel, enfin si le pixel se trouve à l'intérieur du triangle ou à l'extérieur du triangle. On va se baser ici sur le centre du triangle, enfin du pixel. Donc ici j'ai affiché différents points bleus au centre du pixel, et en fait si ces points bleus se trouvent à l'intérieur d'un triangle, c'est-à-dire que le pixel sera colorisé, et s'il ne se trouve pas à l'intérieur, c'est que on n'aura pas de colorisation du pixel. C'est-à-dire que l'étape du fragment shader ne se fera pas. Donc ici, c'est important à comprendre, c'est que comme on a affaire à une résolution finie, donc on parle en termes de résolution et en résolution de pixels, c'est notamment cela qui va vous pouvoir voir, c'est ça qui va permettre de voir en fait cet effet un peu aliasé et pixelisé. Donc, en effet, donc plus la résolution sera grande et moins l'aliasing sera perceptible. Donc, c'est pour cela que l'aliasing maintenant est si on part sur des résolutions par exemple de 4K, l'aliasing sera moins problématique. Mais toujours, on aura toujours des effets aliasés et c'est toujours utile d'avoir des techniques d'anti-aliasing. Alors, donc, pour les techniques d'anti-aliasing, nous, ce qu'on souhaite avoir, c'est avoir un effet plus lisse et au lieu de prendre en compte uniquement le centre du pixel, eh bien ici, on va prendre en compte l'ensemble du pixel. Donc, ici, vous voyez que la couleur, en fonction de si le pixel est plus ou moins à l'intérieur ou à l'extérieur, eh bien, il y aura une sorte d'interpolation entre la couleur cible et la couleur qui se trouve par défaut dans le frame buffer. Donc ça, c'est vraiment ça qu'on va souhaiter avoir quand on va faire de l'anti-aliasing. Alors, quelle technique utiliser pour pouvoir faire cela? Donc là, je vous ai affiché 4 techniques utilisées. Il y en a certaines qui sont plus utilisées, d'autres qui sont actuelles, et c'est vraiment ce qui est courant dans l'industrie. Donc le premier, c'est le super sampling anti-aliasing. Le deuxième, c'est le multi-sampling anti-aliasing. Le troisième, le fast approximate anti-aliasing. Et la dernière, le temporel anti-aliasing, qui est la méthode, on va dire, la plus actuelle. Mais globalement, toutes les techniques peuvent être utilisées. La première, vous verrez qu'elle n'est pas trop utilisée. Mais on verra ça par la suite. Donc, dans cette vidéo ici, on va s'intéresser aux deux premières techniques. Le super sampling anti-aliasing et le multi-sampling anti-aliasing. Et les deux autres méthodes, on les verra dans une série vidéo sur le post-processing, car comme vous allez voir, c'est un peu différent. Donc nous ici, on va s'intéresser que à ces deux premières méthodes pour le moment. Alors, donc, pour la méthode du super sampling anti-aliasing, qu'est-ce que ça va consister?
Donc ça va consister à rendre en fait une image à une résolution supérieure à celle de l'écran. Donc on va d'abord rendre l'image à une résolution supérieure. Disons par exemple si je suis en Full HD, c'est-à-dire 1920 x 1080, et bien ici on va rendre l'image en 4K et on va faire du downscaling, donc on va venir réduire l'image d'une résolution haute à une résolution de l'écran. Donc c'est vraiment à ça ce qui va consister le super sampling anti-aliasing. Et ça va vraiment consister à, comme le mip mapping, donc va améliorer la qualité des textures à faible résolution. Ici, ça sera utile d'utiliser le mip mapping quand on va redimensionner l'image d'autres résolutions à une image de faible résolution. Donc, c'est vraiment l'utilité du mip mapping. Vous verrez que si on n'active pas le mip mapping pour le super sampling anti-aliasing, ça n'aura pas l'effet voulu. Alors globalement, c'est le super sampling anti-aliasing est une des méthodes les meilleures méthodes pour faire de l'anti-aliasing, mais elle n'est pas utilisée car tout simplement elle prend beaucoup trop de performance, car tout simplement ici, comme je vous l'ai dit, on rend l'image à des résolutions beaucoup trop fortes et globalement, même si on fait une résolution de x2 par exemple, l'anti-aliasing peut être meilleur si on fait un SSAA par exemple x4, c'est-à-dire on va rendre l'image 4 fois supérieure à celle de l'écran. Donc ça va impliquer beaucoup de calculs au niveau du pixel. Donc une résolution SSAA x2 par exemple prend 2 fois plus de temps, x4 prend 4 fois plus de temps, etc. etc. Donc c'est pas très pratique en termes de performance et c'est pour cela elle est très peu utilisée. Donc ça, c'était la SSAA. Donc dans notre moteur de jeu, comment on va l'implémenter? Eh bien, on va donc déjà définir une render texture basique. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les render textures et les frame buffer, qui est une explication de comment rendre des images hors écran. Donc c'est ici tout simplement ce qu'on va faire. Donc on va rendre une image hors écran à une résolution supérieure de celle de l'écran. Donc ici, je définis une render texture à une résolution de 1920 x 1080. Globalement, vous verrez que là, ça n'a pas d'importance. Mais c'est la taille que j'ai définie en initialisation. Je définis la minification filter en trilinéaire. Et je définis la génération de bitmap à true, car je souhaite avoir une génération des bitmaps. Donc j'attache le color buffer et j'attache le depth stencil buffer. Donc ça va pas changer par rapport à la vidéo sur les render texture. Et donc cette render texture, je vais vouloir l'appliquer à un quad qui sera affiché en fait sur tout l'écran, qui sera appliqué sur tout l'écran. Donc on aura besoin d'un mesh, donc c'est juste un quad avec une résolution de 2.0. Donc c'est très important d'avoir une résolution de 2 ici, car comme vous le verrez, on a besoin d'avoir des coordonnées directement en NDC. Et les coordonnées en NDC vont de -1 à 1 en X et de -1 à 1 en Y. Et ça correspond bien à 2 en largeur et en hauteur. Le shader, on va prendre un shader que je vais vous expliquer un peu plus tard. Donc, j'ai tout simplement initialisé un shader, un vertex shader et un frame shader. Et je définis le matériel. Et à ce matériel, je lui associe une texture qui sera ma render texture. C'était ça. Pour ce qui va permettre de pouvoir rendre l'image ici à l'écran, je vais utiliser une entité. Donc là, c'est globalement, j'utilise ce qu'il y avait dans mon moteur. Hein. Je passe le matériel, je passe le shader, je passe le mesh. Et je désactive le cull face. Le depth test, on n'aura pas besoin. Le stencil test, on n'a pas besoin. Et le blending, on n'en aura pas besoin. Donc ça correspond vraiment au quad. Et maintenant, pour le vertex shader et le fragment shader, donc le vertex shader est tout simple. Il va juste reprendre les coordonnées locales qu'on a passées avec le quad et je lui passe directement appose x, appose.y, appose.z. J'ai pas besoin de caméra, j'ai pas besoin de transformation en onde, ni de projection. Et pour le fragment shader, j'ai tout simplement échantillonné ma texture avec les coordonnées UV et je lui passe la couleur. Et pour le rendu, donc la pipeline de rendu, au tout début, il va falloir redimensionner la texture qu'on aura définie ici, la render texture, parce qu'ici elle est à 1920 x 1080, mais globalement si
la taille de la fenêtre change, eh bien on a besoin de redimensionner. Donc ça, globalement, je pourrais le faire dans un component de mon entité, par exemple. Mais globalement, moi, je l'ai mis ici dans la render pipeline. Et dans tous les cas, ça peut être interchangé si vous souhaitez avoir plus de contrôle, mieux contrôler comment vous souhaitez afficher vos objets. Donc ici, moi, je vais redimensionner mon render texture, donc resize ici, et je vais le redimensionner en fonction donc de la taille de la fenêtre, hein, mais aussi du sample, en fait, du nombre de fois que je souhaite. Si je souhaite afficher l'image 2 fois supérieure, par exemple, 4 fois, 8 fois ou 16 fois. Bon, ici, on utilise des images avec des multiples de 2 à chaque fois. Donc c'est mieux de faire ça pour notamment les mipmaps. Et voilà, donc je le resize ici, je prends la largeur de la fenêtre, je multiplie par le multiplieur, et pour la hauteur, je fais pareil. Et ici, je définis la caméra, donc c'est une caméra principale avec la render texture. Et quand je veux dessiner mes objets ici, eh bien ça va venir dessiner les objets dans ma render texture. Et ensuite, si je souhaite afficher la render texture à l'écran, eh bien je vais juste faire un draw avec le renderer que j'ai défini, je rappelle ici. Donc je fais draw et ça va afficher votre image à l'écran. Donc ça, c'était pour la partie implémentation. Hop. Donc une petite démonstration du super sampling anti-aliasing. Donc là, ici à gauche, on n'a pas d'anti-aliasing. On voit ici un effet de pixelisation. Donc c'est pas forcément beau. Mais globalement ici, j'ai quand même pris une résolution assez faible. Donc ici, on a vraiment d'anti-aliasing. On n'a pas d'anti-aliasing. Ici, on a un anti-aliasing x2. Donc on voit ici que par rapport à ici, on a une amélioration par rapport à ici. Et ici, c'est encore meilleur. L'anti-aliasing est encore mieux par rapport à ici. Alors globalement, plus on augmente, plus les performances sont moins bonnes. Mais ça reste toujours une bonne méthode pour avoir de l'anti-aliasing parfait. Donc ça, c'était pour le SSAA, donc Super Sampling Anti-Aliasing. Maintenant, on va voir le multi-sampling anti-aliasing qui a été implémenté de manière native dans OpenGL, comme vous allez le voir. Le multi-sampling anti-aliasing va consister non pas cette fois-ci à rendre l'image à une résolution supérieure à celle de l'écran, mais ici on va utiliser une technique qui va permettre d'échantillonner notre image en dessous pixels. Donc globalement, au lieu de se baser ici, si je reprends mon image ici, uniquement en un point, c'est-à-dire le centre du pixel, et bien ici on va utiliser en fait différents points, et qui va permettre de pouvoir mieux réduire l'anti-aliasing. Donc si je multisample une image, donc je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. Je n'ai pas forcément fait de screen ici. On voit ici que au lieu donc de définir uniquement un point ici, on va définir plusieurs points. Et en fait, chaque point, donc on va associer en fait une couleur à chaque point. Donc par exemple, si je rends ce triangle ici, et que par exemple je suis ici dans ce carré ici, ce point-là il sera rouge, et ces points-là seront blancs. Et qu'est-ce que ça va faire quand on va, à la fin, quand on aura fini de dessiner en fait tous nos pixels, et bien en fait ça va venir faire une moyenne des 4 pixels et ça va prendre une couleur entre la moyenne des 4 pixels. Donc ici c'est pour ça qu'on voit un rouge légèrement transparent. Donc c'est à ça que va consister le MSAA, donc multisampling anti-aliasing. On va revenir hop ici et donc je peux revenir ici. Donc on va venir échantillonner avec les sous-pixels. On va faire la moyenne des sous-pixels. Et globalement, ça va être assez pratique, notamment pour avoir de l'anti-aliasing sur l'extrémité en fait des triangles. Globalement, contrairement au SSAA qui a un effet sur l'ensemble de l'image,
Le MSAA, on aura un effet uniquement que sur les bords de l'image. Donc, ça n'a pas forcément la meilleure chose, mais globalement, ça réduit l'anti-aliasing au niveau des bords. Et contrairement au SSAA, ici la performance sera beaucoup mieux, mais globalement ça va prendre plus de mémoire, car tout simplement, au lieu d'avoir un tableau de pixels, et bien ici on aura un tableau de pixels multiplié par le nombre de sous-pixels par pixel. Donc globalement, si j'ai une résolution de 1920 x 1080, eh bien, il faudra multiplier par 4 le nombre en mémoire. Ça peut vraiment augmenter en mémoire. Mais comme vous allez voir, cette méthode n'est pas forcément utilisée aussi dans l'industrie. Et il y a d'autres méthodes, de meilleures méthodes que celle-là. Mais ça peut être couplé à d'autres méthodes et quand même être utilisé. Donc ça, c'était le multiple anti-aliasing. Donc pour l'implémentation, on pourra le faire de 3 manières différentes. Soit on va utiliser l'implémentation native de l'API de rendu, comme OpenGL par exemple, ou le GR. Soit on va utiliser une render texture multisamplée qu'on va directement afficher sur l'écran. Soit on va utiliser une render texture multisamplée qu'on va utiliser dans un shader, comme on a pu le faire avec le SSAA, avec ces deux shaders là. Donc on aura la même méthode, hein, on va utiliser ces deux shaders là. Le quad sera pareil et l'entité sera pareil. Vous verrez que la render texture sera initialisée un peu différemment. Mais voilà. Donc, pour l'implémentation native, c'est assez simple. On active le multisampling pour pouvoir rendre les objets. Donc ça, il faut le faire à chaque fois qu'on souhaite rendre un objet. Si il n'est pas activé, eh bien ça ne va pas rendre l'objet de manière multisamplée. Donc ça, vous pouvez l'appeler une fois au début du programme, ou alors si vous avez un système un peu plus modulable, si vous souhaitez rendre ou non l'objet multisamplé, vous pouvez aussi le faire. Et donc ça pour désactiver, et ensuite, et ensuite, si on souhaite définir si on souhaite définir un sample pour donc soit 4 échantillons, 2 échantillons, 8 échantillons, on peut également le faire avec GLW. Et ça, il faut le faire notamment juste avant la création d'une fenêtre GLW. Et il faut aussi le faire avant la création d'un contexte OpenGL. Donc cette valeur, on ne pourra pas le changer après. Et vous verrez qu'il y a des implications. Si on souhaite le changer après, il faudra détruire la fenêtre actuelle et recréer la fenêtre actuelle. Mais comme vous le verrez, il y a des problèmes assez problématiques qui sont que il faut pouvoir, si on supprime et qu'on recrée une fenêtre, le contexte OpenGL avec GFW est aussi recréé. Il faut donc notamment réinitialiser tous les VBO, les Vertex Buffer Object, les textures, les FBO, les VAO. Globalement, on peut recréer une fenêtre avec GFW et notamment OpenGL en passant un contexte partagé. Mais le contexte partagé ne gère pas ne va pas partager toutes les ressources. Donc les VBO, ce sera le cas, les textures, ce sera le cas aussi. Mais par exemple, les VAO, c'est pas le cas, donc il faudra les réinitialiser. Et bon, je l'ai fait dans mon moteur, j'ai fait un petit truc un peu rapide. Mais globalement, c'est pas forcément utile si vous souhaitez, dans tous les cas, si vous souhaitez quand même changer un sample en cours de route, il vaut mieux utiliser les deux techniques suivantes que la méthode native. Donc ça, c'est la méthode native. Pour la méthode de render texture vers l'écran, on va utiliser deux méthodes OpenGL qui sont GLText image 2D multisample et GL render buffer storage multisample. Donc le premier, c'est pour les textures multisamplées et le deuxième, c'est pour les render buffer multisamplés. Donc les render buffer multisamplés, ça va être notamment utile si on souhaite ne pas utiliser les textures dans un shader. Comme vous le verrez dans tous les cas, les textures multisamplées ne seront pas forcément lisibles directement dans un shader.
et vous allez voir qu'il y aura des petits prérequis. Alors, donc, pour pouvoir attacher, pour pouvoir créer une texture multisamplée et l'attacher à un frame buffer, on peut le faire de la manière suivante. Donc, j'ai repris un peu ce qu'on avait fait dans le moteur de jeu, mais j'ai tout simplement changé GLTextImage 2D en GLTextImage 2D multisample. J'ai fait une version qui me permet de savoir si je souhaite avoir une texture multisamplée. Bon, dans le moteur, là ici c'est pas, mais ici c'est une version un peu globale. Donc je passe le nom comme GLTexture 2D multisample. Je lui passe le nombre de samples que je veux, donc x4, x8, le nombre d'échantillons quoi. Et puis après le format interne, la largeur, la hauteur. Et la dernière c'est Fixed Sample Location que j'ai mis à true. Et voilà. Et après, j'ai mis des paramètres. Les paramètres, il n'y en a pas forcément besoin. En tout cas, pour les mipmaps, on ne peut pas les utiliser. Et moi, j'ai spécifié que ces deux paramètres à voir leur utilité. Et pour le preframe buffer, je l'attache ici et je lui spécifie GLTexture 2D multisample. Et pour le render buffer multisamplé, ça va être assez simple aussi. Je vais utiliser render buffer storage multisample. Je lui passe le nombre de samples. Et le reste est comme d'habitude, et en bas je l'attache comme un render buffer classique. Donc ça c'était pour les comment avoir un frame buffer multisamplé, ce qu'on souhaite avoir ici. Hein. Ensuite ici, si je veux donc initialiser ma render texture, donc ça c'est ici c'est juste l'implémentation interne de ce que fait la render texture. Hein. Render texture ici, je l'initialise à 9920 en 1080. Je définis les mipmaps à false. Je veux pas de mipmap. Je veux que ma texture soit multisamplée. Je définis un multisample nombre d'échantillons à 4, donc de sous-pixels. Et j'attache le color texture buffer. Donc j'ai mis ms pour multisampler. Car tout simplement les paramètres d'une texture multisamplée et d'une texture non multisamplée vont être différents. On n'aura pas besoin de color format, on n'aura pas besoin de data type. Et c'est pour ça que j'ai réduit la fonction de manière plus simple. Pour juste spécifier le format interne, le color buffer si je veux spécifier quel color buffer je souhaite cibler, et des paramètres de texture. Et pour le depth stencil buffer, eh bien on va faire pareil. On aura un render buffer texture 2D, donc je l'initialise à true si je veux faire un render buffer multisamplé, le nom sample je mets à 4. Et ensuite, si je souhaite maintenant utiliser cette render texture pour pouvoir l'afficher sur l'écran, on va utiliser la fonction de bit, donc glbit frame buffer, qui va permettre de pouvoir copier les informations d'un frame buffer A vers un frame buffer B. Et pour pouvoir donc copier ce frame buffer ici, et pour définir quel frame buffer je souhaite copier, je vais définir, je vais bind un frame buffer et je vais spécifier ici glread frame buffer, donc le frame buffer de source. Je vais lui passer l'ID du frame buffer. Et en destination, je vais utiliser les gldraw frame buffer et je vais passer 0 qui va correspondre au frame buffer principal de l'écran. Et ce qui va permettre de pouvoir dessiner, quand on va appeler la fonction glbleed frame buffer, notre frame buffer, notre render texture sur l'écran. Donc les paramètres ici, je lui passe en fait à chaque fois pour la source et la destination 4 paramètres. Et les 4 paramètres vont correspondre en fait à des points d'ancrage, le point d'ancrage bas à gauche et le point d'ancrage haut droite. Donc pour chaque la source et la destination. Ici j'ai un masque. Pour le masque, je peux définir soit glcolor buffer bit, soit depth buffer bit, soit glstencil buffer bit. Et je peux aussi faire des opérations de bits pour pouvoir copier les deux buffers par exemple, si je souhaite copier le color buffer et le depth buffer en même temps. Et pour le masque, le filtre plutôt, soit on peut mettre un filtre du point le plus proche, donc nearest, soit un filtre bilinéaire qui va venir échantiller avec 4 pixels ici quand on va venir copier le frame buffer. Donc ça va permettre de pouvoir dessiner directement à l'écran, donc ça c'est pratique. Et maintenant, si je souhaite
utiliser, non pas directement à l'écran, mais je vais l'utiliser dans un shader, comme on avait pu le faire ici. Ici, j'utilisais par exemple la SSA matériel, j'utilisais le render texture pour l'utiliser dans mon matériel. On peut le faire aussi avec les textures multisamplées, mais pas directement, car on ne pourra pas échantillonner dans notre shader une texture multisamplée. Et globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une render texture intermédiaire. Donc là, j'ai créé une render texture target qui va contenir uniquement un color buffer non multisamplé. C'est important d'avoir une texture non multisamplée ici. Et en fait, je vais venir copier ici quand je vais venir donc redimensionner ma render texture target, car on a aussi besoin d'avoir les mêmes dimensions. Ici, j'ai aussi redimensionné ma render texture ici. Donc là, la target, je vais la redimensionner aussi. Et je vais venir copier les informations de la render texture que j'ai définie ici. Hein. Donc cette render texture ici, hop, je vais venir la copier vers la render texture non multisamplée. Et je vais faire un blitz. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser la render texture target que je vais associer à mon quad, donc à ce mesh renderer ici. Hein. Et ce qui va permettre de pouvoir l'utiliser sur une render texture, enfin dans un shader. Vous verrez que ces techniques-là vont être très utiles quand on va faire du post-process, et on va notamment faire cela, on va venir en fait rendre notre scène dans une render texture, et cette render texture, on va venir l'utiliser dans ce shader. Donc, ce qui va nous permettre de pouvoir implémenter les deux autres, hop, les deux autres ici, les deux autres techniques d'anti-aliasing, qui sont des techniques d'anti-aliasing en post-processing. Mais je vais faire une série de vidéos sur le post-process pour pouvoir les implémenter. Donc, à quoi va correspondre petite démo du MSAA. Donc, ici, on n'a pas d'anti-aliasing. Ici, c'est x1. Donc, là, j'ai juste un échantillon. Ici, on a 4 échantillons, donc sous pixels, et ici on a 8 échantillons. On voit que la différence est bien flagrante hein, par rapport à celle-là et par rapport même à celle-là. Hein. Et bon, peut-être là c'est petit, peut-être petit chez vous, mais globalement c'est beaucoup plus lisse pour cette technique d'anti-aliasing. C'était à peu près tout. Globalement, si. Autre chose, c'est que si je reprends ici, donc là, il n'y a pas de sous-pixels, mais si on avait des sous-pixels, c'est pas forcément défini en gris. Et globalement, on peut avoir d'autres techniques. Hop. On va aller ici. Hop. Ici, on peut avoir d'autres techniques. Si je vais dire multisample, on va mettre MSAA, anti-aliasing. Vous verrez qu'il existe MSAA, d'autres moyens de pouvoir définir en fait les sous-pixels. Ici, donc soit on utilise une grille régulière, donc qui est la méthode, on va dire, basique, hein. Soit on utilise toujours une grille régulière, mais on place des pixels de manière différente. Et donc à voir, et soit on utilise une manière un peu random en fonction de la situation. Donc ça, c'est des techniques qui sont utilisées en interne dans les API de rendu. On ne va pas aller dans les détails hein, pour voir exactement en quoi ça consiste. Mais c'était juste pour vous dire que c'est pas forcément défini en gris. Et donc c'était à peu près tout. Alors du coup, je vais vous montrer quelques fonctions utilitaires que j'ai rajoutées dans le moteur. Donc j'ai juste repris un peu l'explication que j'ai fait sur les fonctions PunGel. Et je les ai j'ai juste rajouté une surcouche. Donc la fonction blitz, donc ça va juste prendre une render texture en lecture et une render texture en écriture. Et si la render texture est nulle PTR, c'est qu'on a affaire au frame buffer par défaut. Donc là j'ai passé les coordonnées, le masque et le filtre. Donc le masque c'est juste 3 valeurs et les filtres c'est aussi 2 valeurs. Donc si je reviens dans render texture, donc je vais blitz, c'était pour le blitz.
Et pour le resize, donc j'ai fait une petite fonction, je vérifie si la largeur et la hauteur ne sont pas déjà égaux plutôt. Et après, en fait, je vais juste réallouer en mémoire les textures. Donc là, c'est pour les textures non multisamplées avec le back buffer et les textures, pardon, comme ça. Les textures non multisamplées avec le back buffer et les textures multisamplées. J'ai mis un back buffer, mais en réalité, c'est pas forcément utile. Et sinon, pour le render buffer, j'ai juste en fait réalloué aussi en mémoire. En fonction de si on a affaire à un render buffer classique ou un render buffer multisamplé. Et sinon, je peux aussi vous montrer la fonction attache texture buffer. Et en fait, j'ai juste une petite condition ici. Si ici j'ai affaire à une texture multisamplée. Donc ça c'était pour et ici c'est pour le back buffer. Mais globalement, il n'a pas forcément besoin pour une texture multisamplée. Et sinon, pour le render buffer, donc c'est pareil. Voilà, j'ai juste attache render buffer, j'ai juste ici, j'alloue en mémoire, en fonction si c'est une texture, une render buffer multisamplée ou non. Et sinon, j'ai une fonction aussi qui permet de set les samples d'une render texture. Donc, les samples d'une texture, donc texture buffer ici, on ralloue en mémoire, hein, je fais la même chose. Hein. Et donc je respécifie le sample ici et je l'associe ici. Et pour la render buffer, c'est pareil. Je set le sample ici et je la set ici. Donc ça, c'était pour la render texture. Donc si je lance, donc je peux aller dans les détails hein, de toute l'implémentation. Donc je vous ai l'explication normalement que j'ai fait sur les différentes fonctions PNGL devrait vous permettre de pouvoir faire du super sampling et du multisampling. Donc je vais vous montrer un peu, hop, on va faire ça comme ça. Donc là on n'a pas d'anti-aliasing, on voit bien qu'il y a de la pixelisation ici. Donc si je change avec E et R, je peux switch de type d'anti-aliasing. Donc là on est en SSAA avec un multiplier de 1, et avec la roulette de la souris, la molette, je peux changer la sample. Donc là on est x2. Donc là ce qui est affiché, le 1, c'est pas c'est pour incrémenter de 1. Donc là on est en x2, x4, x8, et on voit que plus on augmente, mieux c'est, et moins on a de l'anti-aliasing. Donc ça c'était pour le SSAA. Ici on a donc du multisampling anti-aliasing, MSAA sur appliquer une render texture. Et donc là aussi avec la molette, plus on augmente, plus mieux c'est. Et au final, donc la dernière, c'est le multisampling natif d'OpenGL. Et celle-là, donc c'est pareil, mais comme vous pouvez le voir, la fenêtre est détruite. Et pourquoi la fenêtre est détruite? C'est que tout simplement on ne peut pas changer la valeur d'échantillon d'une fenêtre OpenGL avec GFW, même la contexte OpenGL tout court. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans Windows, donc j'ai une petite fonction qui s'appelle setMSAASample, donc j'associe, et je peux partager une fenêtre, donc un contexte OpenGL, donc je passe la fenêtre actuelle charrette contexte. Si c'est nul PTR, c'est que c'était la première fois, donc ici, et si je souhaite partager le contexte, je vais faire ça, et je vais le passer en paramètre ici à GL create window. Mais globalement, ça ne va pas suffire car tout simplement, on ne peut pas partager toutes les ressources OpenGL, notamment les VAO. Et pour ce faire, donc là, ça crée une fenêtre GLW. Ça supprime la fenêtre actuelle, remove GLW context de graphique. Ça vient l'ajouter à GLW context et je viens réappeler les différents sets de ma nouvelle fenêtre. Et ça, en fait, ça va juste recréer des VAO ici. Et j'ai un système qui permet de pouvoir avoir des charrettes VAO, donc pour chaque mesh. En réalité, j'utilise maintenant non pas un VAO directement dans le mesh, mais ce charrette VAO mesh va permettre de pouvoir spécifier un VAO partagé, et quand je vais vouloir l'utiliser, bind VAO ici, et bien ça va venir faire un bind vertex array get VAO,
et ça va venir prendre le contexte actuel en fonction du charrette ID que j'ai passé ici. Donc là, je vais récupérer le charrette VAO. J'ai une petite liste de VAO data, et VAO data, en fait, c'est à chaque fois, euh, on va associer en fait un charrette ID avec un contexte et un VAO qui lui sont propres. Donc ça, c'était pour les VAO partagés. Bon, je ne vais pas vous montrer un peu tout, comme on va revenir dans le graphique. Donc graphique, c'est une grosse classe qui est juste provisoire pour le moment. Donc c'est juste pour pouvoir avoir un système très basique de contexte OpenGL partagé, mais globalement je vais faire un truc un peu mieux. Et je ferai sûrement une vidéo dédiée sur le multifenêtrage et le partage de contexte OpenGL. Et notamment, on aura besoin aussi pour le multithreading, ça va être intéressant de pouvoir faire un système un peu similaire à celui-ci, où on a des VAO partagés. Donc ici, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous montrer un peu l'implémentation un peu rapide pour ceux qui veulent. Donc là, je set les attributs. Là, je set les attributs par contexte. Hop, voilà. Donc je ne vais pas aller dans les détails. Sinon, dans mon mesh, j'ai un peu changé de modifier. Et là, j'ai un setup VAO qui va venir initialiser le VAO si j'ai modifié les vertices. Donc à chaque fois, là, ça va delete le VAO. Setup VAO ici, quand je crée le mesh. Et en réalité, ce que j'ai fait, hop, dans Windows ici, quand je fais add GLW context, en fait, là, ce que ça fait ici, c'est que ça prend tous les meshes, enfin les VAO déjà initialisés, et ça crée juste des VAO dédiés par contexte, enfin pour le nouvel contexte qu'on a créé. Mais quand je crée un mesh, il faut aussi que j'ajoute, hop, je setup le VAO du mesh. Voilà, donc c'est pas, pour le moment, c'est assez basique, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir comme type d'anti-aliasing. Donc il existe d'autres techniques d'anti-aliasing. Donc si vous souhaitez avoir d'autres techniques, on va notamment voir le FXAA et le TAA dans une vidéo dédiée sur le post-process. Mais il existe d'autres méthodes différentes. Et si vous avez envie que j'aborde une technique particulière, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Je vous dis à la prochaine, c'était Marwan pour de nouvelles quêtes d'un programmeur.